Moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Je connais beaucoup d'enseignes de sport qui ont mis la clé sous la porte parce que pas regarder le marché. Moi, j'ai décidé de faire de la franchise. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'aller vite. Je parlais au fondateur Oussama Ammar qui m'a dit, alors déjà, faire un truc c'est super, mais est-ce que tu as une communauté ? Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneure qui a brillamment osé plusieurs vies professionnelles pour construire un projet à son image. Constance de Champré débute sa carrière comme avocate d'affaires. À l'arrivée de ses enfants, elle choisit de ralentir et de transformer sa vie. Elle lance Monday Mornings, newsletter et marque lifestyle pour jeunes mamans qui rencontrent un grand succès. En 2020, confinée, elle improvise un live fitness sur Instagram. Cet élan conduit à la création de The New Me, un concept novateur alliant pilates, énergie, sororité et bien-être. En moins de 3 ans, elle ouvre pas loin de 30 studios en France, fait vivre une véritable expérience de transformation physique et mentale et impose The New Me en référence du Pilate réformeur. Je suis très heureux de la recevoir. Salut Constance. Salut Arnaud. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait un moment que je me disais qu'il fallait absolument que je t'invite, tant ton parcours est unique. Je sais pas si j'imagine que je suis pas le premier à te dire ça. Mais on va parler de plein de choses. J'aime bien toujours démarrer par le début. Je crois que tu es né à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Dans quel environnement tu as grandi ? S'il y avait des entrepreneurs, enfin voilà, le début de ta vie. Alors, donc je suis née à Paris, je suis parisienne. Alors moi, j'ai fait des études de droit. J'ai toujours rêvé d'être avocate depuis que je suis toute petite. C'était un métier. Une raison particulière Alors, je crois que j'ai regardé aussi Ali McBeal pendant pas mal de temps et que je rêvais d'être cette femme qui plaide. Je pense qu'on est nés la même année. Voilà, c'est ça, c'est notre génération. Et puis voilà, j'aimais bien ce côté, prendre la parole, défendre. Et finalement, j'ai fait mes études de droit et je me suis vite rendu compte qu'être avocat aujourd'hui, tu plaides pas beaucoup, mais c'est plutôt du conseil, tu es vraiment derrière ton ordi. Et donc, j'avais pas ce relationnel, en fait, le côté, plaider, bouger, faire plein de choses. J'étais un peu cantonnée derrière mon ordi et il me manquait un peu cette dimension que j'avais vue plutôt à la télévision. Et pour reparler un peu de mon enfance, j'ai toujours été sportive. J'adore le sport depuis que je suis jeune. Alors, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de me canaliser. Et j'ai des parents qui sont plutôt no sport. Donc, en fait, qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais poussé leurs enfants à faire du sport. Donc, ça vient vraiment de moi. Et pendant toutes mes études, que ce soit à l'école ou ensuite à la fac de droit, j'ai toujours fait beaucoup de sport, en fait, pendant mes pauses déj, en sortant de l'école. J'avais envie de faire de la danse, du tennis. J'avais envie de tout essayer. Et mes parents me disaient, mais elle est dingue, elle veut faire tant de sport, alors que voilà, c'est vrai que j'avais pas une famille de sportifs. Et puis ensuite, donc oui, j'ai choisi ces études de droit. Entre mon bac et mes études de droit, j'ai fait 1 an à l'étranger. J'ai fait une année un peu pour partir, pour voyager. Donc j'ai fait 6 mois aux États-Unis. Je suis partie à la Nouvelle-Orléans. C'est particulier, les gens vont plus à New York, mais voilà. Et j'ai fait 6 mois en Espagne. J'avais envie de découvrir d'autres choses. Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ce métier ? Est-ce que j'avais envie plutôt de faire des études de droit à l'international ? En tout cas, j'ai fait 1 an. Je suis rentrée à Paris et j'ai fait Assas. Et puis après, j'ai exercé un petit peu. Et puis quand j'ai eu mes enfants, je me suis vraiment remise en question. Et je me suis dit, voilà, ce métier d'avocat, c'est un très beau métier. J'ai rencontré plein de gens formidables. Mais j'aime le commerce, j'aime les rencontres avec les gens. J'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse. Et puis l'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionnée. On était vraiment à l'époque des incubateurs de start-up. Donc vraiment le début de tout ça. Et je suis rentrée chez The Family, qui était un des premiers incubateurs de start-up. Avec déjà un projet Avec pas de projet, justement. Avec pas de projet, mais des rencontres, des formations, le marketing digital, c'est quoi ? C'était vraiment au tout début des réseaux sociaux, finalement. Et j'ai rencontré plein de gens, des médecins qui voulaient monter des business de facturation. Enfin, j'ai rencontré plein de gens, mais pas que des jeunes. Et il y avait une vraie émulation dans cette start-up. Donc, j'allais tous les jours avec mon sac à dos. Et ça m'a vraiment passionnée. Et je pense que là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je veux faire un truc. Et je parlais au fondateur Oussama Ammar qui m'a dit, alors déjà, faire un truc, c'est super, mais est-ce que tu as une communauté ? Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont suivre ton projet ?
Et en fait, j'en avais pas du tout. Donc, il m'a dit, d'abord, tu dois fédérer, tu dois créer une communauté. Et c'est là où j'ai fait ma newsletter. Et je me disais, je connais plein de femmes, qui bossent, des avocates. Je vais écrire une newsletter une fois par semaine en donnant des tips. Alors, je venais d'avoir mes enfants, donc des tips de qu'est-ce que je fais avec mes enfants le week-end, où est-ce que je peux faire du sport, où j'aime voyager. C'était un peu moi ce que j'aimais, donc plutôt lifestyle. Et là, petit à petit, donc c'était sur Facebook au début, petit à petit, j'ai créé cette communauté Facebook. Puis ensuite, Instagram est arrivé. Je me suis mis un peu tardivement sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai partagé cette newsletter jusqu'au moment où il y avait un taux d'ouverture, d'engagement qui était... Donc tu pensais pas en faire un business à ce moment-là? Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que The New Me, et en tout cas la boîte dans laquelle aujourd'hui, que j'ai créée, c'est pas comme ça venu du jour au lendemain. C'est vraiment un processus de créer une communauté. Ensuite, j'ai monté un site internet quand il y avait les blogs. Après les newsletters, c'était la mode des blogs. Aujourd'hui, on se désabonne à toutes les newsletters. Plus personne ne va sur les blogs, mais c'était à l'époque, c'était ça. Et avec ce blog, j'ai vu un peu j'ai mis ce contenu sur finalement un site internet. Et là, j'ai commencé à vendre des marques pour enfants, de jeunes créatrices. Et là, je me suis dit, OK, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vont lire mes articles. OK, j'ai une communauté. Et donc, je vais l'emmener sur Instagram. Je vais faire des collabs avec des belles marques, etc. Et puis, petit à petit, cette communauté est née. Cette communauté m'a suivi dans ce projet The New Me, qui est finalement arrivé bien après. Quelles ont été les réactions autour de toi quand tu dis non, mais ce métier, j'arrête, je vais prendre du recul? Alors, la première réaction, c'est celle de mon père qui m'a dit 8 ans d'études pour être prof de sport. Donc là, je lui ai dit, papa, t'as rien compris. Donc voilà, mes parents étaient un peu sceptiques au début à me dire tout ça pour ça. En fait, ils n'étaient pas du tout dans cette démarche, en tout cas dans cette vogue de l'entrepreneuriat. En fait, et eux c'était on a fait ça, toutes ces études de droit, t'as passé le barreau et puis finalement t'es coach de yoga. Bon, je leur ai dit mais c'est pas ça en fait, c'est un projet derrière, j'ai plein d'ambitions, voilà, donc ça a été un peu la déception autour de moi. Et puis ensuite de mes proches, en tout cas des associés pour lesquels je travaille dans les cabinets anglo-saxons, ils m'ont tous dit t'es faite pour faire autre chose. Pas que j'étais nulle en avocate, je dis pas ça, mais j'étais vraiment faite pour faire quelque chose autour du commerce, du business. Ma mère était dans le commerce, je pourrais vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et c'était un peu ça qui m'animait. Et puis ces réseaux sociaux, c'était vraiment le début. Il y avait vraiment ce côté où on pouvait partir de rien et grâce à ces réseaux, amener une marque à beaucoup plus haut. Et j'avais vraiment cette énergie qui voulait m'emmener vers l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit ça, c'est comme ça qu'il faut faire? Non, alors pas vraiment. J'avais pas vraiment eu de déclic. Les choses se sont faites assez naturellement. Alors évidemment, j'ai beaucoup bossé parce que pendant 2 ans, j'ai fait du contenu sans gagner 1 euro, puisque le contenu, ça prend beaucoup de temps. Et puis en fait, finalement, au début, je revendais des créatrices au début sur ce site internet, mais en fait, je gagnais pas d'argent. Mais c'est vraiment la valeur, j'ai créé une valeur d'une communauté, engagée. Alors aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais les gens qui me suivent, ce sont des gens qui vont dans mes studios, qui sont des futurs franchisés, qui en fait, sont des gens un peu comme moi, ou en tout cas assez CSP++, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas eu de déclic. Mais par contre, j'ai retenu ça chez The Family où on m'a dit les idées ne comptent pas, seule l'exécution compte. Et en fait, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Moi, j'avais plein d'idées, mais je me suis dit maintenant, il faut que je les mette en place. Il faut que je fasse des choses. Il faut que je fasse des choses concrètes. Donc, c'est commencé par cette newsletter. Ensuite, c'était ce blog. Ensuite, c'était Instagram parce que pour moi, c'était ma cible, ma target. Mais voilà, c'est plein d'actions qui ont fait que j'ai créé cette communauté qui m'a suivie. Puis ensuite, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dans mes studios qui ne me connaissent pas. Et ça, tant mieux, parce que la marque n'est pas finalement que incarnée. Ouais, que toi. Que moi, mais au début, ça l'était en tout cas. Sur le sujet de la création de contenu, tu as vu des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Enfin, tu vois, quelles ont été... à quel moment ça a décollé, en fait, ta communauté? Tu t'es dit, là, ça y est, je tiens quelque chose. Alors, en fait, au début, à un moment, j'ai fait un truc qui a fait un peu décoller. C'est que, alors, au début, je faisais du contenu, donc je faisais des petits billets d'humeur, ensuite des bons plans. Mais j'ai commencé finalement à interviewer des mamans entrepreneurs qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat. Donc, j'allais chez elles, je les prenais en photo avec leurs enfants et elles nous parlaient, elles, de leurs bons plans. Où est-ce qu'elles vont en vacances? Qu'est-ce qu'elles font comme activité le week-end? Donc en fait, c'était elles qui donnaient leurs bons plans. Il n'y avait pas que les miens. Et comme elles repartageaient elles-mêmes ce contenu, ça a fait grandir la communauté. Donc le fait d'interviewer des femmes entrepreneurs, moi qui avais ce projet de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était finalement attirer aussi des femmes, de capter exactement une nouvelle communauté, ou en tout cas de l'agrandir. Et ça a fait que ça a été un peu un déclic. Alors il y en a d'autres qui l'ont fait après moi, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais c'est vrai que sur moi, mon projet de newsletter, interviewer des femmes chaque semaine,
différentes qui parlaient d'elles, de leur reconversion, de leur famille. Bah oui, je suis maman, mais je peux aussi être entrepreneuse, être femme d'affaires. Et ça, c'était assez intéressant et je pense que ça a été un petit déclic, ça. Tu l'as amené jusqu'où, Monday? Alors, je l'ai amené jusqu'à finalement assez loin parce que pendant le confinement, je m'appelais toujours Monday Mornings. Les gens, parfois, quand ils me prennent sur la rue, ils me disent « Ah, il y a Monday Mornings ». Alors non, maintenant, je suis Constance. Je l'ai amené assez loin. En fait, c'était finalement... Alors, Monday Mornings, c'était mum comme maman. Et en fait, c'était à la place de lundi matin, en fait, à la base, c'était Monday Morning. C'est devenu Monday Morning. C'était tous les matins, tous les lundis matins, une newsletter parce que après le week-end, on arrive au bureau, on commence son lundi, on ouvre ses mails, on ouvre ses newsletters et on regarde. Ça, c'était avant. Et du coup, en fait, jusque finalement au confinement, et puis même la société continue de s'appeler Monday Mornings. Et puis après, au moment où je suis partie aux États-Unis, j'ai découvert un concept de sport et il y a eu le confinement qui a suivi. Là, c'était The New Me, c'était le nouveau moi, c'était une révélation. Et donc, c'est pour ça que ça s'est appelé The New Me. C'était vraiment... oh là là, et je communiquais sur les réseaux, The New Me, le nouveau moi, j'ai fait ce truc à New York, ça m'a transcendé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce voyage à New York et le Alors, début de l'idée? toujours passionnée de sport, pour le coup, rien à voir avec le business de Monday Mornings, mais vraiment très sportive, etc. Je partageais un peu mon lifestyle, donc oui, j'adore le sport, il faut manger sainement, il faut bouger. Et puis, j'adore New York pour l'énergie. En fait, voilà, chaque voyage que je fais là-bas, c'est une nouvelle énergie que je prends. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu les nouveaux concepts de sport, parce que voilà, j'adore ça. Et puis, je suis partie et pendant 5 jours, je n'ai fait que faire du sport. J'ai tout essayé, leur concept de boxe, de tout, en fait. Et je suis partie là-bas, j'ai essayé un cours d'une femme avec une énergie de dingue qui parlait, qui avait vraiment un aura. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue ici l'énergie qu'il y a. Et je suis sortie de là et je me suis dit, OK, il faut que je fasse un espèce de truc comme ça à Paris où je parle aux clientes, en fait, aux élèves, où je leur transmets l'énergie. Il faut que je crée un lieu. Et j'avais cette idée. Et quand je suis sortie, il y avait une Française qui était là, qui a une marque de bijoux assez connue, qui me dit « Ah, je vous connais, je vous suis sur les réseaux, mais alors bon courage pour faire un truc comme ça en France, parce qu'à New York, les gens sont dans le lâcher-prise et les Françaises, surtout les Parisiennes, sont pas du tout comme ça. » Bon, l'idée a mûri, j'ai vu des studios de réformeurs, j'ai vu plein de choses. Et puis, je suis rentrée et j'ai écrit à cette femme qui avait ce concept à New York. Je lui ai dit, j'adore ce que vous faites. Est-ce que vous ne voudriez pas vous associer avec moi et faire ça en France? Et elle m'a répondu, merci, au revoir. Pas du tout. Moi, je suis à New York. Je resterai à New York. J'irai peut-être à Los Angeles et à Londres. Mais en tout cas, la France, pas du tout. Et je suis sortie de là. J'ai déposé ma marque, puisque j'étais avocate en droit des marques. Et je me suis dit, ça va s'appeler The New Me. Donc, j'ai acheté le nom de domaine, j'ai déposé la marque. Et je me suis dit, on verra. Mais j'ai continué de communiquer avec ma communauté en disant, j'ai fait ce truc à New York. C'était dingue. Faut que je vous en parle. Faut que je vous raconte. Faut que je fasse ça à Paris. Et puis, je me suis dit, dans 1 an, je vais monter un projet, lequel, je ne sais pas, autour du sport, c'est sûr. Je vais ouvrir un lieu, je vais me laisser 1 an. Et ça, c'était fin novembre. Et en mars, on a été confinés. Et là, à partir de ce moment-là, les gens étaient tous chez eux, en fait, à ne rien faire, ou en tout cas à chercher des choses à faire. Et puis, les réseaux sociaux s'activaient. Les gens proposaient des cours de cuisine, des lives do it yourself. Il y avait plein de choses qui étaient proposées. Et les marques aussi proposaient des choses pour faire vivre leur compte et faire vivre leur marque. Et je me suis dit, OK, moi, je suis chez moi en Bretagne. Je vais commander un trépied, je vais m'acheter une petite enceinte, je vais acheter un micro et je vais faire des cours de sport puisque, en fait, j'adore ça. Et puis, ce truc à New York, ça m'a parlé. Je vais essayer de faire la même chose. Donc, c'était vraiment, vous avez un tapis, vous avez des baskets, rendez-vous demain. Et sur le premier live, on était 500. Le deuxième, on était 1000 et j'en faisais 2 fois par semaine et on a été très vite, était 2000, 3000, 4000 et je n'étais pas coach. Donc, il y a eu un énorme good buzz parce que c'était waouh, mais c'est qui cette fille qui fait des lives sur Insta et qui propose des cours de sport? Il y a tellement de monde. Et à côté de ça, il y avait aussi le bad buzz de coach de sport qui disait mais c'est qui cette fille? C'est une imposteur, elle n'a pas de diplôme et en fait, elle donne des cours comme ça en live. Donc, pourquoi il y a eu aussi ça? Parce que les marques ont commencé à m'inviter. Donc, la première marque qui m'a invitée sur son compte, c'était Caudalie. Ensuite, ça a été Etam. Ensuite, ça a été Bash. Ensuite, ça a été Benefit. En fait, il y a eu beaucoup de grosses marques qui voulaient animer leur réseau et qui m'ont invitée donc à prendre un take-over de leur compte et puis faire un live sur le compte. Et donc, c'est là où ça a créé vraiment beaucoup de gens parler en disant, mais donc c'était super. Et moi, j'ai fait que bosser en fait parce que je préparais mes cours tout le temps. Je suis pas coach, donc ça me prenait du temps. Les playlists, la musique. Puis alors en Bretagne, dans ma maison, ça captait 1 fois sur 2. Donc, je changeais d'endroit tout le temps. Je trouvais voilà. Mais ça a été
un vrai tournant, je dirais. Ça a été le démarrage de tout. C'est qu'en fait, à un moment donné, on était 5000, en fait, 2 fois par semaine et que c'était dingue. Et donc, du coup, après ce confinement, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ces gens qui ont tellement vibré. Alors, le confinement, c'était particulier, c'était une énergie de dingue. Et puis, des gens que je recroise encore qui me disent, ah là, j'ai suivi vos cours. Maintenant, je fais plus de sport, mais pendant le confinement, j'étais là 2 fois par semaine. Donc, c'est dingue. Et puis, cette communauté qui était, voilà, tout le monde n'a pas, voilà, c'est pas regreffé sur The New Me à Paris, mais certains, j'ai quand même converti la moitié, je dirais 50%. Et du coup, j'ai dit, il faut que je monte mon lieu, ça y est, c'est le moment. Et donc, finalement, presque 1 an après, on est rentré, les studios ouvraient, fermés, les salles de sport, c'était vraiment en dents de scie. Et donc, j'ai donné des cours dans des lieux. Donc, j'ai pas monté mon propre lieu, mais j'allais dans des salles, je sous-louais des lieux, et les cours étaient remplis. Et encore une fois, c'était ta communauté qui venait. Donc, tous les cours étaient complets. Et alors, j'allais dans des lieux clandestins, on m'a dénoncé, elle est dans cet appartement, je sais. Donc, en fait, on n'avait pas le droit de se faire des rassemblements. Mais je continuais quand même, parce qu'il y avait des gens qui avaient envie de bouger, de faire des choses. Et puis après, une fois que tout ça a été terminé, j'ai cherché un lieu et j'ai ouvert mon premier lieu dans le 16e, là où j'habite, proche de chez moi, parce que voilà, c'était aussi la facilité. Donc Avenue Mozart. Avenue Mozart, exactement. Voilà. Mais sans avoir l'ambition d'en monter ni 2, ni 3, ni 4. C'était ce projet, c'était mon studio. Et puis au bout d'1 an, je suis retournée à New York, j'ai vu que le Réformeur, c'était un truc de fou et j'ai dit ok, là c'est le moment. Il y avait quelques studios qui étaient déjà présents à Paris, mais il n'y avait aucun leader. C'était, voilà, c'est ce que je disais, time to market, c'était le moment d'aller, pour moi, de prendre cette place. Et là j'ai dit ok, j'en ouvre 2. Et au bout du 2e, 1 an après, j'ai dit il faut que j'en ouvre 10. Et là, je suis allée voir les banques. Et là où j'ai commencé mon process de ok, il faut que je fasse un développement très rapide et il faut que j'aille très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas le Réformeur, est-ce que tu peux nous pitcher le Réformeur et The New Me? Voilà, alors, donc le Réformeur, c'est des machines, comme des énormes lits qui mesurent 2,80 m, 90 de largeur. Donc c'est assez gros, c'est des grosses machines. Et c'était à la base utilisé depuis plus de 30 ans par les kinésithérapeutes pour la rééducation. Donc c'est quand même des machines médicales à la base. Et ça a été un peu remodernisé, revu au goût du jour, notamment par les Américains en premier, qui ont créé des machines un peu plus techniques et on a fait des cours collectifs sur ces machines. Donc en fait, on est sur notre machine, il y a un coach qui est là pendant 50 minutes, c'est des cours de 50 minutes. Et pendant 50 minutes, on va faire plein de mouvements avec des cordes, avec des sangles, avec un chariot, en fait, avec des résistances finalement. Donc, on va adapter la résistance en fonction du niveau, en fonction aussi de sa forme. Donc, on va mettre 1 rouge, c'est très dur, 2 rouges, c'est hyper dur, 1 bleu, c'est moyen, et puis rien, c'est... Voilà, ça dépend des mouvements. Et donc, on va adapter. Et donc, c'est des cours collectifs sur ces machines. C'est assez ludique. 50 minutes, ça passe en rien du tout. Et puis, ça touche une communauté très large. Il va y avoir des filles de 15 ans. C'est trop cool, le Réformeur, c'est hyper à la mode. Et puis, des femmes de 70 ans qui, pour le coup, vu qu'il n'y a pas d'impact, c'est facile, ça fait pas mal, qui vont venir chez nous. Donc, c'est là où la cible est assez large. Et c'est pour ça que c'est un business qui marche bien. C'est qu'on touche plein de gens. Donc, très large. Ludique. Beaucoup de résultats. Bon pour la santé, voilà. Résultats. Enfin, et des résultats, franchement, on est très gainés pour les femmes. Alors maintenant, c'est vrai que à la base, c'était 100% de femmes. Maintenant, il y a 97% de femmes, il y a 3% d'hommes, mais on veut emmener le Réformeur. Et ça, c'est mon projet avec de plus en plus d'hommes, puisque c'est aussi bon pour les hommes qui font du trail, des choses beaucoup plus difficiles pour aussi un peu étirer, se faire du bien. Et on se rend compte, parce qu'on a invité quelques hommes, on a fait des sessions hommes, que les mecs, ils en bavent beaucoup. Même les grands sportifs, parce qu'en fait, c'est assez difficile. 1, la coordination. 2, en fait, c'est assez dur, les résistances. Et qu'on a des gros sportifs. Et là, on a un projet d'inviter les pompiers de Paris à venir chez The New Me. Et voilà, il y a eu ça qui a été fait en Australie. Et on a trouvé ça génial. Ils ont invité des pompiers en Australie. Et les mecs, c'est des masses. Et en fait, c'est hyper dur pour eux. Tu as eu une accélération qui a été assez incroyable, parce qu'on disait aujourd'hui une trentaine de studios. Tu en as en propre, tu en as en franchise. Tu peux nous parler finalement du développement? Et la question que je pose à chaque invité, c'est quelle est l'ambition? Où est-ce que tu l'emmènes? J'ai toujours fonctionné sans plan. Enfin, le plan, c'était... À un moment, j'ai eu ce plan de développer vite et de faire de la franchise. Ça, c'était mon plan. Le plan de demain, j'ai plein de choses qui m'intéressent. Est-ce que The New Me, ce sera que du Pilates Réformeur? Alors déjà, oui, parce que ça va être, en tout cas, notre activité principale, parce qu'il y a encore plein de villes à faire. Il y a encore plein de pays à convertir au Pilates Réformeur. Mais est-ce que ça peut être autre chose aussi? Moi, le sport m'intéresse de manière globale. Et puis,
faut tout regarder. Je connais beaucoup d'enseignes de sport qui ont mis la clé sous la porte parce que pas assez au goût du jour, parce que pas assez justement à pas regarder le marché. Moi, je regarde le marché. Alors, New York, il y a un peu moins d'énergie pour moi. New York, c'est un peu fini. Mais il y a d'autres endroits où il faut aller, il faut voyager, il faut regarder les nouveaux concepts. Nous, la France, on n'est pas les premiers dans ce genre en tout cas, dans le business du sport, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus développés que nous. Donc, il faut aussi être amené, voyager, regarder ce qui se fait. Moi, j'ai décidé de faire de la franchise. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'aller vite et d'étendre ma marque le plus vite possible. Moi, c'est un business qui repose que sur l'humain, donc des coachs qui donnent des cours, au moins 10 par jour dans chaque point de vente, et des gens qui tiennent les lieux, donc des gens qui vont accueillir la clientèle, qui vont vendre des cartes de cours, qui vont faire des lattés, parce que j'ai toujours dans chaque concept un petit bar à latte, comme un mini Starbucks, je dirais. Et donc, c'est de l'humain. Et en fait, développer en franchise, ça veut dire faire confiance à des humains qui ont leur business et qui vont du coup s'arracher pour que ça marche. Si moi, demain, j'ouvre à Bordeaux, j'aurais pu ouvrir à Bordeaux moi-même. Mais je mets des managers, c'est pas pareil, je peux pas y aller tous les jours, je peux pas... Donc le chiffre d'affaires, il sera forcément moins bon. Si j'étais dans tous mes studios à Paris, je ferais encore plus de chiffres parce que je sais vendre, je sais parler à la clientèle, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas, je suis obligée de mettre des gens. Donc maintenant, c'est les former au commercial, leur dire d'avoir le sourire, on reste un business de sport, être accueillant, que les studios soient nickel, ça c'est l'opérationnel et c'est notre priorité, nous à Paris, puisque voilà, c'est des studios en propre. La franchise, tous mes franchisés, ils sont dans leur lieu. Et ça, c'est fondamental. Les gens qui viennent me voir en me disant « je voudrais investir et je voudrais ouvrir 4 studios d'un coup dans le sud de la France », la réponse est non. Je veux des gens qui soient dans leur lieu, donc des opérationnels. C'est pour ça que c'est souvent des femmes qui, comme moi, sont en reconversion professionnelle. Et je me rends compte que mes franchisés, c'est des femmes de 40 ans, donc comme moi, qui ont toutes bossé avant, qui ont bossé dans des boîtes, des grands groupes. Là, il y en a à Reims, c'était une ancienne sage-femme. On a des avocates, on a des chefs d'entreprise aussi, mais qui ont envie d'un truc plus humain, qui aiment le sport. Évidemment, on va pas se mentir, il faut aimer le sport. Et puis, nos lieux sont sympas, il y a une vraie identité, ça sent bon, on a tout un univers olfactif dans nos studios, etc. Donc, c'est agréable de bosser le matin, de parler à des clientes qui sont cool aussi. Donc, et puis, ils ont le projet d'en ouvrir plusieurs aussi. C'est pas seulement un, c'est un. Et puis là, on voit que nos franchisés, déjà, au bout de 6 mois, ils en ouvrent 2. Et puis, on a nos Rennais qui vont en ouvrir 4 cette année. Et voilà, on leur dit, OK, eux, ils ont montré qu'ils étaient capables de tenir un lieu. Donc, on leur fait confiance, on sait comment ils gèrent leur lieu. Donc, on leur donne plus l'opportunité d'ouvrir plus de franchises parce que voilà, on a confiance en eux. Mais ça reste des métiers très opérationnels. Et où je veux l'emmener, je veux l'emmener maintenant, la France, ça y est, ça va. Cette année, on va ouvrir vraiment toutes les villes de France. Donc je veux en l'espace de 3 ans, quand même. Ouais, là je veux l'emmener en Europe. Là on a signé Amsterdam, Athènes, là vraiment Dubaï, ça va se signer normalement j'espère la semaine prochaine. Et tous ces gens seront à notre formation, à nos franchisés qu'on fait fin juin à Paris. Et je veux l'emmener le plus loin possible. En fait, je veux vraiment être le leader. Donc en France aujourd'hui, je le suis, mais en Europe j'aimerais bien. Et puis pourquoi pas au-delà, voilà. Alors pas aux États-Unis parce que évidemment il y a déjà une énorme offre. En Angleterre, je n'irai pas parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi. Il faut aussi targeter les bons pays où il n'y a pas d'offres parce que quand il y a déjà des trucs super, en fait, je ne vais pas y aller. Est-ce que tu savais, quand tu as ouvert ton premier lieu, est-ce que tu avais interrogé ta communauté ? Est-ce que tu savais, entre guillemets, que ce que tu allais proposer, de toute manière, tu allais remplir en fait ? Non. Alors, je la sous-estimais, cette communauté. En fait, c'est justement l'inverse. Je la sous-estimais et je la sous-estime toujours. Et puis parfois, quand je vais dans les villes, je me rends compte que c'est là où je me dis, voilà, on peut ouvrir partout parce que, alors, il y a cette communauté qui est un peu dans chaque ville. Alors, je dis pas que toutes les clientes d'Aix-en-Provence me suivent sur les réseaux, pas du tout. Mais il y a cette petite communauté qui va faire en sorte que justement la mayonnaise prend. Et hier encore, je l'ai interrogée puisqu'on est allé à Avignon, on a une franchisée à potentiel à Avignon. Et on s'interroge sur la ville qui est particulière, maintenant très piétonne, etc. Et donc, elle nous a proposé une zone à côté d'Avignon, en périphérie. Et donc, hier, j'ai interrogé ma communauté. Est-ce que j'ai une communauté à Avignon ? Je pense qu'il y a quelques personnes qui me suivent à Avignon, comme dans toutes les villes. Mais hier, donc, j'ai fait un vote sur les réseaux en disant, voilà, j'ai trouvé ce local dans cette périphérie, dans cette ville. S'il y a des filles qui me suivent à Avignon, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a eu 500 personnes qui ont voté. Donc, il y a eu potentiellement 500 femmes qui habitent dans cette région. Et je me suis dit, waouh, 500, c'est beaucoup pour Avignon. Donc oui, cette communauté, je la sous-estime un peu, puisque encore hier, je me suis dit, waouh, je pensais qu'on allait avoir 50 personnes qui vont voter, mais c'est important, même 50 avis sur est-ce que cette zone, elle est bien, voilà. Et en fait, on en a eu plus de 500. Et je disais ce matin à ma franchisée, voilà, tu vois, la zone qu'on a
targeter, c'est pas forcément la meilleure zone. Sur tous ces votants, ils nous ont dit qu'il fallait plutôt aller là. Et donc ce matin, je me suis réveillée à 7h30, j'ai envoyé un message en disant faut qu'on aille dans cette zone. Pour moi, c'est cette zone-là qu'il faut targeter. Et la zone que tu me proposes, pour moi, elle est pas bonne. Et en fait, donc je l'interroge, c'est vrai, souvent. Je l'interroge, je la mets aussi. J'ai parfois besoin de gens pour nous aider. Quand je cherche des candidats, je fais des annonces surtout sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des femmes. Alors parfois c'est des très gros profils qui viennent me rencontrer en disant j'aimerais bien prendre le poste et je dis j'aimerais tellement vous le proposer mais vous êtes trop cher, vous êtes trop capé. Mais oui, cette communauté en tout cas, je la sollicite pour nous rejoindre, pour nous donner des conseils, pour nous aider à recruter des gens, pour nous valider des lieux. Si on lance un nouveau produit, est-ce que vous aimez ce type de latte? Et oui, je la sollicite. Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont inspirés par ce que tu dis et qui veulent lancer une communauté. Tu vois, comment ça a évolué entre The Family et aujourd'hui? C'est vrai que les newsletters, à l'époque, on s'abonnait, c'était super. Et qu'aujourd'hui, moi, dès que je vois une newsletter, je clique sur me désinscrire parce que ça pollue ma boîte mail. Aujourd'hui, ça a évolué sur vraiment... Alors, il y a plein de nouveaux réseaux. Alors moi, par exemple, je ne suis pas sur TikTok parce que je ne suis pas de cette génération-là. Mais j'ai pris quelqu'un chez moi qui gère le TikTok pour cibler une clientèle plus jeune dans mes points de vente. Alors, est-ce que c'est ma clientèle aujourd'hui? Pas forcément, parce que mes cours sont chers. Je reste un lieu plutôt assez premium. Mais aujourd'hui, nous, on a affaire dans notre business à des agrégateurs. On a des agrégateurs qui permettent de remplir les places vides à des tarifs moins chers, qui sont plugués sur mon application et qui permettent du coup de cibler une clientèle plus jeune, qui va être plus volatile, c'est-à-dire qui va se déplacer, qui va vouloir venir chez The Newmy en disant c'est trop cool, je vais aller chez The Newmy à moins cher, et qui va du coup prendre le métro pour aller au studio de Miroménil ou au studio du 16e, au studio du Sentier. Et cette clientèle-là, on la capte sur TikTok, on la capte sur des réseaux qui ne sont pas forcément ce moi que j'utilise à mon âge. Donc oui, ça évolue. Et peut-être que demain, il y aura d'autres réseaux, d'autres choses. Donc aujourd'hui, les réseaux très puissants, c'est évidemment Instagram pour moi, toujours. Je pense que Instagram est toujours très puissant. Il y a beaucoup de monde. Il faut faire le tri. Mais c'est un vrai outil de communication. Il y a TikTok aujourd'hui. Ça dépend le produit, ça dépend la target. TikTok, c'est vraiment plus jeune. Mais qu'est-ce que c'est puissant. Là, j'ai dit à la fille, tu vas inviter plein de TikTokeuses. Quand j'ai vu qu'elle nous demandait 10 000 € pour venir faire un cours chez nous, j'ai dit, what? En fait, TikTok, c'est très puissant. Donc, clientèle différente, plus jeune, mais on s'intéresse en tout cas à ce réseau social. Et puis après, moi, évidemment, LinkedIn, ça m'intéresse évidemment sur mon business puisque, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aller voir les banques. Je suis quand même présente sur LinkedIn parce que, voilà, ça fait partie aussi de mon business quand je recrute des gens pour agrandir mes équipes, etc. Donc, LinkedIn, c'est aussi puissant. Donc, je pense que si des gens aujourd'hui veulent se lancer, ça dépend du produit, ça dépend de là où on veut amener, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, tout m'intéresse. Je dirais finalement, tout m'intéresse parce que le sport, ça touche franchement plein de gens. Mais je suis très active plutôt sur Instagram aujourd'hui. Les contenus se multiplient avec l'arrivée de l'IA. Là, on va être encore plus inondé de contenus, etc. Il n'y a pas un peu un effet d'essoufflement? Tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de percer sur un réseau comme Insta, sur TikTok, etc. avec ses petites mains, enfin, et sans être un spécialiste du contenu Je pense qu'il y a encore moyen. Je pense qu'effectivement, c'est pas comme avant, puisqu'avant, Maintenant, il y a tellement, comme tu dis, de contenu. Je vois moi-même les studios de Pilates, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent sur Instagram. Il y a un studio qui vient d'ouvrir. En fait, je suis écoutée, donc je suis targetée et je vois tout ça. Mais je pense qu'il faut faire les choses bien, évidemment. Mais je pense que oui, il y a encore la place. En tout cas, si on veut monter un business, il faut les utiliser. On ne peut pas faire aujourd'hui monter un business sans réseau social, en tout cas sans ça. C'est là où je trouve que c'est impossible. Dans tous les business, tu penses? Alors, ça dépend, non, pas forcément dans le tien, mais en tout cas, tout ce qui va être retail, service comme moi, oui, mais pas forcément dans tous les business, mais même la restauration, effectivement, faut. Et puis, les petites jeunes que je recrute, là, les petites stagiaires qui sont un peu TikTok à fond. Mais moi, je me dis, je suis vraiment pas de cette génération. Elle me dit, il faut faire ça, il faut faire des... Et j'écoute, en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que moi, c'est vraiment à 10 000 kilomètres de là d'où je viens. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui sur Instagram, on monte le beau, on parle, on fait de la communication, on va parler des ouvertures, on va faire plein de choses, mais pas aussi poussé que ce qu'on peut faire sur TikTok. Tous les jours, elles veulent faire des choses. Enfin, c'est vraiment dingue. Mais non, mais je m'intéresse et je pense qu'il faut de toute façon tout regarder. Il faut tout regarder, il faut surfer sur la vague, il faut essayer.
essayer, il faut tenter. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça prend? Mais en tout cas, il ne faut pas se dire non, c'est pas pour moi. Il faut vraiment s'intéresser. Et voilà, je fais aussi des salons. Là, on s'intéresse à aller un peu. Il y a des salons un peu fitness. Est-ce qu'on va pas aller les faire? Est-ce que voilà, rencontrer des gens pour développer à l'international? Il y a un salon à Milan plutôt fitness qu'on va peut-être faire. Alors que voilà, on voulait faire des salons de la franchise locaux, mais il y en a pas. En fait, il y a que en France qu'il y a ça. Et donc, on se dit pourquoi pas se mettre sur d'autres choses. En fait, on s'intéresse à tout. Je pense que si on veut rester un peu sur le marché leader, et voilà, il faut pas se fermer de porte, il faut regarder les choses. On a plein de choses à apprendre. Nous, tous les jours, on apprend des choses. Et là, parle de TikTok, mais il y a plein de choses. On apprend et on s'intéresse. En tout cas, on essaye de se dire, est-ce que voilà, c'est pour nous? Quelle est la lecture que tu portes, toi qui es très sportive, qui est dans ce business-là, je pense sur que les 3 à 5 prochaines années? Je pense que le secteur du bien-être, je parle bien-être global, se porte bien. Je pense que le sport, effectivement, c'est aussi un secteur qui se porte très bien. On se rend compte aujourd'hui, via nos agrégateurs, via tout ça, que les gens font plus de sport. La cliente qui passe devant mon studio pendant 1 an et demi et qui me dit « Bon, bah, ça fait 1 an et demi que je passe devant, ça y est, je vais m'inscrire », il y a quand même... Et ça, c'est tout, hein. C'est à la télé, c'est les livres, c'est c'est dans la presse papier, c'est prendre soin de soi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils vont dépenser, enfin en tout cas, ce que je vois et ma lecture, comme tu dis, les gens vont continuer à voyager parce que voilà, quand on peut, les voyages, ça fait vraiment du bien et les gens mettent vraiment du budget dans les voyages. Je vois parce que moi-même, je suis influenceuse et je suis souvent sollicitée pour essayer des hôtels, etc. Je pense que le business se porte bien. Et le sport également. Le sport, le bien-être, tout ce qui va être esthétique, nutrition, compléments alimentaires, c'est un tout en fait. Aujourd'hui, je suis finalement un peu égocentrique. Je veux prendre soin de moi, je veux me faire du bien parce que finalement, la vie est courte. Il y a de plus en plus de gens qui tombent malades aussi. Alors ok, on dit que la population vieillit, mais on a de plus en plus de cancers. On entend ça toute la journée. Donc, faire du sport, c'est bien. Manger sainement, c'est bien. Être moins stressé, c'est bien aussi parce que tout ça, c'est des facteurs. Je mange mal, je suis trop stressée, je fais pas de sport. Et en fait, c'est vrai que moi-même qui suis très active, parfois je suis fatiguée, je fais du sport, je vais mieux. Donc le sport, c'est pour moi le meilleur des médicaments, c'est la meilleure des thérapies pour tout. Et donc on se rend compte que les médecins, et tout type de médecins, les psys, les médecins, il n'y a pas que les nutritionnistes qui disent qu'il faut faire du sport, tout le monde dit qu'il faut faire du sport en fait. Ça fait partie de ton bien-être en fait, et c'est 50% de ton bien-être le sport. Enfin moi je le vois même, c'est 80% de mon bien-être. Si je fais pas 1 heure de sport par jour, faut mieux pas que je rentre chez moi le soir. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un secteur qui se porte bien. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de studios, et je parle moi en tout cas dans mon domaine qui ouvre, parce que moi j'ai beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un studio de réformeur qui ouvre à Paris. Je me dis tant mieux, c'est que ça plaît, c'est qu'il y a la place, c'est que les gens vont faire du sport et que voilà, maintenant ça devient un peu too much. Il faut faire attention, parce que les gens se lancent en disant The New Me c'est super, ah là là c'est un carton, je vais monter mon studio. C'est compliqué. Enfin, moi je suis là depuis 3 ans maintenant. Demain, je cherche un business, je ne vais pas me lancer dans le réformeur. Je me dirais, mais non, ça, c'est une dinguerie. Il y a déjà trop de concurrence. Je ferai autre chose. Moi, par exemple, je me suis beaucoup intéressée au paddle. Je trouve que c'est canon. Alors, c'est un business. À un moment, je me suis dit, j'ai déposé la marque The New Paddle pour te dire, parce que je me suis dit, oh là là, le paddle, il y a un truc à faire. C'est un autre business, parce que ça, c'est des gros lieux que tu dois installer en périphérie des villes. Donc, c'est encore un autre truc. Je pense que il y a encore de la place, mais c'est déjà presque trop tard. C'est déjà très, très, très développé. Mais à un moment, je m'y suis intéressée. Et si tu veux, il y a plein de choses comme ça qui peuvent m'intéresser. En tout cas, je le vois. Je vois même en Bretagne, où c'est un tout petit village, les gens font du sport. Ils ont créé un club de paddle, c'est un carton. Un club de hit, c'est un carton. Ils font des trucs de crossfit, c'est tout le temps blindé. Donc, je pense que le sport, maintenant, ça fait partie de la vie des gens. T'as pas peur de l'effet de mode? Il y a eu l'aquabike. À un moment donné, c'était l'effet de mode. Il y a eu un moment, il y a très longtemps, moi, c'était ma génération, il y avait l'espèce de power plate où tu te mettais comme ça. Fait, ce voilà. Ouais. Ensuite, il y a eu beaucoup d'électrostimulation. Il y a eu beaucoup de studios d'électrostimulation qui sont ouverts où tu mets des combinaisons et en fait, et là, il y en a encore. Tu vois, même les studios de cycling. Moi, je sais qu'à New York, c'était, tu faisais tous les soirs ton heure de cycling dans une pièce noire avec de la musique. Ça marche toujours autant, tu vois, tout ça? Alors, le cycling, ça marche toujours autant. En fait, le vélo, c'est particulier. C'est des gens qui
qui aiment le vélo, qui font que ça. Et à Paris, tu vois, il y a Dynamo qui est très présent et ça marche bien. C'est vraiment eux, ils sont très forts. Ils ont créé un vrai univers. Et puis, c'est vraiment eux, ils ont pareil leur communauté. Donc, tu vois, il y a eu d'autres trucs à la mode, comme je te disais. Et ça, pour le coup, oui, c'était des phénomènes de mode et j'y croyais pas dès le début. Le réformeur, on pourrait, et peut-être que ce sera un phénomène de mode, mais comme c'est des machines médicales, comme, si tu veux, ça fait quand même 30 ans que ça existe. Et je suis retournée à New York, là, en septembre, en me disant, je vais quand même voir comment ça se passe et s'il y a toujours autant de monde. Et tu vois, ils ont plutôt des machines assez anciennes, ça m'a un peu surprise. Il n'y a pas trop d'univers, c'est pas trop brandé comme moi, ou aujourd'hui en France, on essaie de brander vraiment la marque, de créer des lieux. Alors moi, j'ai des concurrents qui sont très différents de moi, noir, néon. Moi, c'est plutôt lumière du jour, ça sent bon, c'est très joli. Mais à New York, c'est pas très brandé et ça cartonne. Donc je suis assez confiante sur le business du réformeur et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Après, il y a d'autres choses qui ouvrent. Alors aujourd'hui, à un moment, tu peux pas ouvrir non plus. Tu vois, il y a plein de studios de CrossFit, il y a des trucs de bootcamp qui marchent très bien aussi. C'est très différent. Je pense que la clientèle du réformeur, c'est une clientèle qui n'a pas envie de se faire mal, qui n'a pas non plus envie de trop se déchirer, qui n'a pas envie non plus de trop transpirer, parce que les femmes, la plupart, on a des douches dans tous les vestiaires, mais elles remettent leur jean et elles vont direct au boulot. Tu ne transpires pas non plus. Donc, c'est assez cool, en fait. Tu sais, j'ai fait ma séance, c'est cool, je vois des résultats. Je ne suis pas non plus trop dans le mal. Quand j'y vais, ça me fait plaisir. Et je ne me dis pas, je vais faire une séance de CrossFit et je vais rentrer, je vais être cramée. Voilà, cramée. Ouais. Donc, moi, je suis assez confiante sur ce business. C'est pour ça que je veux l'emmener encore plus loin. Et puis maintenant, on ne sait jamais combien de business se sont plantés finalement en 6 mois. J'espère pas. Mais donc je regarde et je fais en sorte que mes studios, en tout cas, soient toujours bien tenus et en tout cas que l'opérationnel soit... Je suis très exigeante sur l'opérationnel pour justement pallier à cette concurrence, faire face et me dire, les gens, ils vont tout essayer aujourd'hui. Ils vont aller chez tous mes concurrents, mais ils vont revenir chez moi. Parce que justement, j'ai ce service, j'ai cette personne à l'accueil, j'ai tout cet univers et toute cette exigence que j'essaye de mettre en place. T'es passé pas loin de moments où tu t'es dit, là, ça passera pas... Alors, j'ai plus de cash, ou j'y arrive pas, ou je suis fatigué. Alors, le cash n'a pas été un problème. Alors, au début, on n'avait pas de cash. Au tout début sur le premier studio et on était vraiment mes short cash et en fait comme on voulait se développer en fait au bout d'un an on avait fait j'avais mis un petit apport et j'avais fait un peu d'emprunt pour le premier studio et c'est vrai que le premier studio on a payé hyper cher les travaux, tu vois. Si je te dis qu'on avait payé 200 000 € pour notre premier studio et qu'aujourd'hui un studio nous coûte 60 000, c'est pour te montrer que quand tu fais ton premier truc tu vas pas forcément voir les bonnes personnes, etc. Et puis l'effet aujourd'hui, effectivement, le fait que j'en ouvre beaucoup, je négocie tous mes tarifs parce que j'ai un réseau d'expérience. Voilà, j'ai acquis l'expérience, etc. Mais au début, du coup, la première année, j'étais vraiment short cash. J'ai tout gardé pour ouvrir mon deuxième studio. Et c'est à partir du deuxième studio que je suis allée voir les banques en disant, là maintenant, je vais accélérer et je veux du cash parce que je veux en ouvrir plein. Et au début, les banques, en tout cas la première banque, ma banque, m'a dit c'est non, Madame de Chompré, vous allez trop vite, vous n'avez même pas un bilan derrière vous, c'est complètement, enfin voilà, c'est non, vous êtes hors réalité. Les banques, puis il y a toujours quelque chose. C'était l'Ukraine, il y a eu le Covid, il y a toujours une bonne raison de dire on vous prête pas d'argent. Et en fait, j'ai une petite minorité d'actionnaires que j'avais, enfin des amis. Au tout début, quand j'ai ouvert mon premier studio, j'avais besoin de 150 000 €. Et il n'y a pas une banque qui a voulu me les prêter. Donc, j'ai dû demander à des copains. Est-ce que vous voulez mettre 10 000 ? Est-ce que vous voulez mettre 10 000 ? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai fait rentrer des potes dans la boîte. Et parfois, je m'en mords les doigts en me disant, mais pour 150 000 € que personne n'a voulu me prêter. Et voilà, mais ça fait partie aussi, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est des gens qui ont cru en moi quand même, en fait, qui m'ont apporté du soutien. Et donc, j'en parle en rigolant. Hein. Mais voilà. Et puis, quand je suis allée voir justement mes micros-actionnaires, je leur ai dit, vous voulez pas remettre du cash, je voudrais en ouvrir plein. Ils étaient tout ça, mais tu vas vite, mais attends, c'est risqué, etc. Et donc,
c'est des rencontres. J'ai une copine qui m'a dit, je connais un mec, il est hyper sympa, il prête aux jeunes entrepreneurs. Alors, va le voir, il a Rambouillet. Je suis allée le voir et je lui ai dit, j'ai besoin de 500 000 euros. Il m'a dit, alors moi, je vous donne 200 000 demain, mais 500 000, non. Mais j'ai pris les 200 000. Et puis ensuite, je suis allée voir à l'époque October, qui prêtait pour le coup assez rapidement et alors à des taux très élevés. Et ils m'ont prêté 100 000. Donc, c'est 500 000 avec un peu de culot, tapant un peu à toutes les portes. J'ai réussi à les récolter. Alors, parce que j'avais signé 5 nouveaux studios sans avoir de cash en disant, OK, c'est bon, je prends le bail, c'est OK, mais j'avais pas mon cash. Et je me vois encore le 15 août à Megève aller signer les documents à Sallanches, à la banque du CIC de Sallanches, parce que ils avaient débloqué le prêt à la dernière minute, je devais signer mon bail demain. Enfin, j'ai vraiment eu un peu de culot. J'ai vraiment cru en moi, je me suis montrée assez persuasive et puis j'ai eu ça pour faire mon développement des 10 prochains studios, puisque le salon de la franchise, ça coûte beaucoup d'argent, des salons ça coûte cher. Et puis voilà, et puis à un moment donné, un autre contact qui m'a donné le contact d'une fille super à Blois et qui nous a suivis et là qui nous suit sur notre développement et qui nous finance nos ouvertures. Mais le cash n'est pas un problème aujourd'hui. La société se porte très bien. Moi, je dirais que les difficultés, c'est l'humain. C'est les recrutements, c'est s'entourer, c'est déléguer. Mon sujet, c'est déléguer. Et oui, en janvier, j'ai eu des moments, et c'est presque tous les 2 mois, où je suis dans le creux. Encore ce matin, je disais, c'est l'horreur. Et après, je remonte et ça va mieux. Puis ensuite, j'ai un autre creux parce que ça va vite, parce que nos franchisés, ils demandent beaucoup d'attention. Il faut les accompagner parce que j'ai toutes mes galères opérationnelles à Paris, puisque c'est un jour la fuite du voisin du premier étage qui fait que le mur est ouvert au studio de Sentier, puisque c'est la clim qui est pétée, puisque c'est l'hôtesse qui n'est pas venue ouvrir, parce que c'est des galères de chaque entrepreneur. Et donc, quand j'étais vraiment dans le creux de la vague en janvier, j'ai parlé à un entrepreneur, ou je ne sais plus, lors d'un dîner, qui m'a dit, de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu ne gères que des problèmes. Tu te lèves le matin et tu ne gères que des problèmes. Et là, je me suis dit, ça, c'est vrai. Ouais, quand tu es dirigeant, quand voilà. Ouais, et donc, ça. à partir du moment où tu te dis, en fait, c'est ça. Soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Là où j'ai un peu retourné, j'ai dit, OK, maintenant, c'est ça. En fait, chaque jour, j'aurai un nouveau problème à gérer. Donc, soit je l'accepte et puis je fais face, soit, en fait, je me dis que je vais faire une dépression. Et en fait, à partir du moment où j'ai assimilé ça, je me suis dit, OK, encaisse, ça va mieux. Mais oui, là, on n'a que des galères. Les vacances arrivent tellement vite, on se le disait tout à l'heure. Et puis, c'est de la folie. On a toutes nos ouvertures qui vont arriver. On doit valider les lieux, on doit faire les plans, on doit accompagner nos franchisés existants, on doit les aider dans la com, on doit faire en sorte que nos studios à Paris fonctionnent, on doit gérer les coachs, les plannings, les vacances de tout le monde. Et c'est une usine à gaz, mais on tient bon. On est peu entouré et le sujet, c'est recruter des talents. C'est vraiment... T'as du mal là-dessus ? Ouais, énorme parce que... C'est quoi ? C'est les problèmes de motivation, de relation au travail qui a changé ? Est-ce qu'on se met déjà dans la catégorie des plus de 40 là, à dire avant on travaillait, maintenant on travaille moins ? Tu vois, on se met dans la catégorie des plus de 40. Non, mais je dirais que, en fait, déjà dans mon business, moi, ceux qui tiennent mes lieux, il y a pas mal de turnover parce que c'est des jeunes qui sont pendant leurs études. Qui cherchent des boulots un peu étudiants. Donc, il y a pas mal de turnover. Et donc, en fait, et c'est normal parce que voilà, ils vont être pendant leurs études, tenir le studio le week-end et puis seulement les matinées parce qu'ils n'ont pas cours le matin. Donc, ils changent et puis après, ils trouvent un boulot, ils partent à l'étranger. Donc, ça, c'est beaucoup de recrutement. Et ensuite, sur les profils plus capés, c'est soit j'ai des seniors, mais les jeunes, je dirais, d'expérience que moi, je recherche 3-5 ans, c'est moins facile. Les jeunes sont plus exigeants, ils demandent beaucoup de télétravail. Moi, j'ai pas envie de donner du télétravail parce qu'on est une petite boîte, on échange toute la journée, ça va très vite. Et donc, c'est difficile de recruter aujourd'hui, je trouve. Il n'y a pas un seul dirigeant qui dit pas aujourd'hui qu'il a des problèmes pour recruter. Tu parlais de déléguer. T'arrives à déléguer aujourd'hui ? Non. Pas du tout. Pas du tout. On n'arrive pas. T'as un DG ? J'ai pas de DG. J'ai un bras droit qui a du mal à déléguer comme moi. Donc non, j'ai pas de DG. Et c'est aujourd'hui peut-être ce qui me manque. Créer du process. Mettre des process dans la boîte. Nous, voilà, je dirais que c'est un peu... On fait tout à la mano. On a une structure, évidemment. Sinon, on ne ferait pas ce chiffre d'affaires et on est quand même organisé. T'as combien de chiffre d'affaires d'ailleurs, maintenant ? Aujourd'hui, on est à 10 millions d'euros. Et on voudrait faire 20 millions l'année prochaine. C'est notre target en tout cas pour fin d'année 2025. C'est de faire 20 millions et puis voilà, monter de plus en plus. Toi, ton propre bien-être aujourd'hui ? D'entrepreneur, de dirigeante, comment tu gères ? Je suis très épanouie dans ce que je fais.
tu vois, les rencontres, typiquement être ici, rencontrer des gens, tout ce que ça peut apporter, je trouve ça génial, vraiment, je trouve ça dingue. Être entrepreneur, je ne sais pas si je pourrais aujourd'hui travailler pour quelqu'un, je trouve que c'est une liberté, alors on dit, c'est vrai que tu es salarié, bah, tu rentres le soir chez toi, tu penses plus à rien. Moi, je cogite tout le temps, je me lève la nuit, j'ai un cahier près de ma table de nuit, je note, je fais des to-do list tout le temps. Mais je suis épanouie, j'adore ce que je fais. En fait, j'adore créer, j'ai plein d'idées. Je me dis que demain, si j'arrêtais The New Me, j'aurais plein d'autres idées pour monter des business, en tout cas faire des choses. J'ai du mal à concevoir les gens qui ne font rien. Je me dis, il y a tellement à faire. Il me faudrait 10 vies pour faire ce que je voudrais faire. J'ai plein d'idées. Je me dis, c'est fou en fait. J'arrive pas à tout faire. Mais je suis épanouie. Vraiment, mon boulot, je me lève le matin, je suis contente d'aller travailler. Même si j'ai que des galères, je reste contente. Ce qui est difficile, c'est de combiner la vie de mère avec des enfants et la vie. Si j'avais pas d'enfants, la boîte elle serait encore plus, voilà, j'irais plus loin, je ferais plus de choses, je travaillerais jusqu'à minuit, j'ai cette force, cette capacité à encaisser, à travailler. Et ça, quand j'étais avocate, on finissait hyper tard, donc j'ai toujours baigné dans le côté travailler. Et je dirais que c'est difficile de concilier la vie de mère, la charge mentale de mère. C'est vrai qu'être une maman, gérer des enfants, je te disais, j'ai pas accompagné à une sortie scolaire depuis trop longtemps, donc j'ai dit lundi je vais accompagner à la sortie des pompiers et je vois mon agenda, je vois tout ce que j'ai à faire, je me dis mais comment je vais faire, donc c'est difficile parce que en fait je suis tout le temps dans la culpabilité. C'est cette culpabilité qui est difficile pour moi, qui me freine. C'est la culpabilité de je ne suis pas la maman qui va chercher à l'école à 16h30, je ne suis pas la mère parfaite qui fait les devoirs le soir quand je rentre du boulot, parce que quand je fais réciter je suis tellement tendue que en fait ça part forcément en clash, et ça c'est difficile je pense pour mes enfants. Après, je me remets un peu à moi. Mes parents travaillaient tout le temps. On partait 2 mois l'été chez mes grands-parents. Puis on disait rien, on était très contents. Je trouve que nos enfants, la génération, sont très exigeants avec leurs parents. Ils sont quand même très gâtés, ils veulent tout de suite, et donc ils nous lâchent des scuds, hein. Franchement, ils nous balancent des trucs et qu'on n'aurait jamais osé dire à nos parents, et donc c'est là où je dis qu'ils sont très gâtés, c'est qu'ils sont très exigeants. C'est presque tu sors ce soir, oui je vais à un dîner de boulot, tu es rentré à 8h30, oui je rentre pas non plus à minuit. Je me fais quand même des petits, voilà, je me dis il faut que je rentre à 8h30 maximum, et je prends toutes les vacances scolaires. Oui, effectivement, pendant les vacances scolaires, je travaille. Oui, normal, je suis chef d'entreprise. Donc, ils me disent, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça toute la journée. Ben non, je dois travailler 4 heures par jour, mais je suis avec eux. Donc, je m'impose des choses pour être avec eux le plus possible. Mais effectivement, je reste toujours dans le chef d'entreprise. Donc, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas couper. Et ça, c'est difficile du coup, parce que c'est cette culpabilité de, je ne peux pas être à 100%. Pourquoi, entre guillemets, t'imposer ça ? Je pense que j'ai quelque chose effectivement à me prouver. Ça, tout à fait. Alors, c'est pas patrimonial, c'est pas de l'ego, mais c'est vraiment, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de me débrouiller par moi-même aussi, de montrer que je suis capable. Parfois, je dis, j'en ai marre, je vais tout planter, je vais tout arrêter, et tout le monde rigole en disant, tu es incapable de ne pas travailler. Donc, effectivement, je pense que c'est comme ça. Ma mère a toujours bossé. J'ai été élevée dans cette culture de bosser. Et c'est pour ça que je suis assez exigeante aussi avec mes enfants sur l'école. Je leur dis tout le temps, vous êtes gâtés, vous avez franchement une belle vie. Alors, je vous demande une chose, c'est de bien travailler à l'école. C'est vraiment la seule chose que je demande. Bon, bien élevé, évidemment, gentil, voilà, mais bosser. En fait, on n'a rien sans travail, on n'a rien sans bosser. Je le dis, je le vois. J'ai vu ma mère trimer toute mon enfance, et on n'a rien sans boulot. Et moi, j'ai eu cette éducation-là de bosser, avec une mère qui bossait beaucoup, un père qui était beaucoup plus artistique, qui écrivait des bouquins et qui fumait des clopes devant sa machine à écrire. Et donc, fallait bien que quelqu'un fasse vivre la famille, et donc c'était ma mère qui trimait, et mon père qui disait qu'il allait sortir un roman incroyable et qu'il allait vendre des milliards de livres, et on a toujours attendu son roman. C'est génial d'avoir des rêves, de dire je vais écrire des bouquins, etc. Mais ma mère bossait, et c'est vrai que du coup j'ai bossé. En fait, je me suis dit je vais faire des bonnes études, je vais travailler, je vais avoir un bon métier, moi aussi je vais bosser. Et d'ailleurs, pendant toutes mes études de droit, et même depuis que j'ai 15 ans, j'ai bossé, j'étais hôtesse, je regardais Roland
Roland-Garros le week-end dernier. Moi, j'ai bossé à Roland-Garros en tant qu'hôtesse pendant 4 ans. Je bossais dans la restauration quand je faisais mes études de droit. Après, je passais mes partiels, je travaillais dans un resto. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu cette volonté d'y arriver par moi-même, d'avoir cette rage d'y arriver. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me pousse beaucoup. Donc là, effectivement, j'aurais pu ne pas bosser, j'aurais pu être plus cool, élever mes enfants, etc. Mais j'ai envie de bosser, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir, Donc c'est sûrement un truc à prouver à moi-même. Je n'ai pas fait de thérapie, mais voilà. En revanche, j'ai voulu me faire accompagner par un coach professionnel. J'ai fait 4 séances ensuite, j'ai plus le temps et c'est dommage. J'ai besoin de me faire accompagner pour justement enlever ce sentiment de culpabilité, me dire c'est comme ça. Et puis quand mes enfants viennent dans mes studios et qu'ils disent « Ah là là maman, c'est trop beau » ou qu'ils ont vu à Megève quand ils étaient en vacances, etc. Je pense que dans le fond, ils sont fiers de moi et qu'ils se disent « En fait, mes 2 parents sont entrepreneurs, ma mère, elle bosse. » Et c'est une fierté en fait, je pense aussi. J'espère qu'ils se diront ça plus tard et pas « T'es pas venu à la sortie des pompiers lundi 20 juin ». Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste que... et je pense que les femmes ont peut-être un peu plus de culpabilité que les hommes. Et puis essayer de faire bien les choses. Donc, je veux tout bien faire. Donc, quand mes enfants sont un peu stressés, mais t'as rempli, t'as signé les notes, je dis oui, tout est fait. En fait, je fais tout, toujours un peu à la dernière minute, dans le stress, etc. Mais tout est fait. Et je me mets une pression pour que tout soit parfait, pour qu'il y ait toujours les bons cadeaux d'anniversaire pour les anniversaires des enfants, les trucs. Je bosse tous les samedis matins déjà. Et en même temps, je reste avec les enfants le dimanche. Mais j'essaye de tout combiner. Mais moi, ça une charge mentale. Ouais, énorme. De dingue. Comment est-ce que tu te formes? Alors, je me suis acheté 15 bouquins à la Fnac il y a 1 an sur le management, parce que moi, j'ai un côté... j'ai en tout cas un point faible, c'est le management. Je ne sais pas manager. Je ne sais pas manager des équipes. C'est pas mon truc, c'est pas ma force. Ma force, c'est le développement, c'est le marketing, c'est la com. Mais le management, j'ai toujours peur de dire quelque chose qui va froisser quelqu'un. Donc, je dis, dis-lui que. Donc, je dis à ma collègue, dis-lui que. Et je ne sais pas. Donc, je me suis dit, tiens, il faudrait que je me forme un peu à mieux manager mes équipes. Plus, voilà. Et en fait, je me suis acheté des bouquins, je n'ai même pas eu le temps de les ouvrir. J'aimerais me former, j'aimerais m'imposer des formations parce que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Donc, je pense que j'apprends sur le terrain. J'apprends de mes erreurs. J'apprends de quand je tombe, je me relève. Voilà, c'est quand on tombe qu'on apprend à marcher. Donc, oui, j'ai fait plein d'erreurs, plein de trucs et j'ai appris de tout ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, en tout cas, dans la gestion d'une boîte. Voilà, je suis comme DG presque. Mais il me manque le management et puis tout ce qui est process aussi. C'est pas mon truc. Moi, j'ai encore un agenda papier. J'écris les choses à la main. J'écris sur un tableau d'ardoise. Donc, là, il y a aussi un process à faire là-dessus. Et donc, j'aimerais me former à tout ça, en tout cas à des trucs, mais je manque de temps. Tu sais que tu vas avoir tous les coachs de Paris qui vont te contacter Trop après bien. avoir écouté ce podcast. Comment est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Où est-ce que tu vas chercher les sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent particulièrement ou des modèles Alors, je dirais que tous les entrepreneurs m'inspirent, tous les chefs d'entreprise m'inspirent. Quand je lis un peu la presse papier, quand je suis dans l'avion, etc. Et j'adore. Je regarde vachement de choses sur LinkedIn aussi, pareil, dans mes déplacements. En fait, je dirais que toutes les success stories m'inspirent. Je regarde, je m'intéresse, je regarde les business models, voilà. Mais je dirais que pas une personne en particulier, mais je dirais que de toute façon, le milieu d'entrepreneuriat, ça m'inspire beaucoup. Les success stories m'inspirent beaucoup. Je regarde tout. Voilà, j'ai pas une personne en particulier, mais je m'intéresse de près à l'entrepreneuriat et puis aux success stories qui ont pu avoir lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose où, avec le recul, tu te dis, là, si tu pouvais le refaire, tu le ferais différemment? Plein, des tonnes. Ouais. Des petites choses, tu vois, des petites choses sur la boîte, des petites choses que j'ai mal faites. Et puis chaque jour, si tu veux, aujourd'hui, j'ai cette boîte, mais je sais tout ce qui ne va pas. C'est là où je me dis aussi, je ne peux pas dire, ah là, je découvre des choses. Je sais exactement là où il faut reboucher les trous. Moi, j'ai vraiment une vanne. J'ai mis des petites rustines. Aujourd'hui, ça tient, mais il y a des choses qu'il faut vraiment que je répare, que je change, que j'améliore. Et je sais, j'ai conscience de ça pour que ça aille mieux, pour que je performe plus, pour aussi animer mes équipes. C'est important, l'humain, c'est hyper important. On fait que d'en parler, mais vraiment, les gens qui travaillent chez The New Me, quand tu rentres dans ma boîte, tu rentres dans un
dans une fusée, et je dis tout le temps ça, et c'est marqué quand tu arrives dans le bureau, bienvenue dans la fusée, c'est parce qu'on veut décoller et il faut rentrer dedans et ça va aller très vite, ça va demander beaucoup de travail et voilà. Et après, les gens qui sont avec nous et qui sont là depuis longtemps, ils savent et ils sont contents, c'est très challenging et puis je dis tout le temps, on est une start-up, on est une PME, aujourd'hui on n'est plus une start-up mais on a un fonctionnement de start-up et voilà, donc il y a plein de choses à faire pour mes équipes, pour les chiffres, pour tout ça, pour accompagner mieux les franchisés. Je les ai, les idées, et voilà, comme je te dis, c'est maintenant, il faut que je recrute. Dans toute ta charge mentale, est-ce que tu te rajoutes aussi du doute, de la remise en question Ouais. En revanche, tu vois, j'ai une DAF externalisée qui est donc pas dans la boîte et qui vient une semaine par mois. Et elle, quand elle vient, elle est différente des gens qui sont dans la boîte parce qu'elle vient, elle observe, elle parle à tout le monde, elle regarde. Et souvent, elle me dit, il faudrait mettre ça en place parce que c'est trop dur pour lui ça, ou je pense à ça. Et en fait, c'est génial parce que comme c'est un souffle extérieur. En fait, elle me donne plein d'idées et je les mets. Et moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Pour de vrai, tu me dis un truc, je dis ouais, je suis désolée, j'ai mal fait, pardon, on peut mieux faire, t'as raison, etc. Ça, pour le coup, je suis pas la fille qui est comme ça. Et voilà, J'adore qu'on me donne des conseils. Je prends pas, mais en tout cas, je suis hyper ouverte. Les reproches, pareil, je les prends, je les entends et je les accepte. Voilà. Moi, mes valeurs, c'est plutôt vraiment la bienveillance. C'est vraiment une valeur. On peut dire les choses, mais par contre avec bienveillance. L'énergie, la réactivité, tout ça, vraiment, ça c'est hyper important. Et puis l'honnêteté, tu vois, j'aime les gens qui sont francs du collier, qui disent les choses, pas des non-dits, etc. Aujourd'hui, on est 10 au siège, hein, et puis on se dit les choses, faut le dire quand ça va pas, faut se dire les choses tout de suite, et puis c'est cool, et puis on se remet en question. Merci beaucoup Constance d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, encore Arnaud. Félicitations quand même pour tout ce que tu as fait et pour ce succès. Je te souhaite le meilleur pour le développement beaucoup. de The New Me. Voilà, The New Me, le Pilate Reformer, donc il n'y a plus d'excuses. J'espère que tu me diras si on t'a ramené des clients. Merci encore, et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Constance. Salut Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.